On connaît tous ce bruit, hein, ce crack sec et inimitable. Ah oui, on l'a tous en tête. Que ce soit, je sais pas, le ballon des enfants qui dévie un peu de sa trajectoire ou un simple courant d'air, hop, qui fait claquer une porte-fenêtre. Et voilà. Le résultat est le même, une vitre brisée. Et je parie que dans les 30 secondes, il y a une pensée qui traverse l'esprit de beaucoup de gens. Laquelle? Bon, est-ce que je ne pourrais pas réparer ça moi-même et économiser quelques centaines de francs? C'est une réaction presque universelle, l'attrait du bricolage, la satisfaction de faire les choses soi-même, et puis bien sûr l'idée de ne pas avoir à payer une facture un peu salée. La tentation est énorme. Exactement. Et c'est justement le sujet de notre discussion aujourd'hui. On a mis la main sur une analyse très détaillée qui explore cette question en profondeur et qui, pour le dire gentiment, déconseille très fortement de se lancer dans l'aventure. Ah oui. Notre objectif, c'est de décortiquer ces arguments, de comprendre ce qui se cache vraiment derrière un simple remplacement de vitre. On va parler des risques, des subtilités techniques et surtout des conséquences. Celles auxquelles on ne pense jamais. Voilà, notamment avec les assurances. Ce qui est fascinant, c'est que le point de départ de cette analyse, ce n'est pas un non catégorique. Au contraire, on nous dit qu'en théorie, pour un simple vitrage, c'est possible. Ah, d'accord. Mais c'est une porte qu'on ouvre juste pour la refermer aussitôt, avec une avalanche de mise en garde. En fait, toute l'argumentation, elle s'articule autour de 4 grands domaines de risque. Qui sont le danger physique immédiat, les erreurs techniques qui coûtent cher à long terme, l'impossibilité pure et simple avec les vitrages modernes, et puis le coup de grâce, les assurances. Bon, commençons par ce qui fait le plus peur, alors le danger physique. L'analyse utilise une expression qui m'a vraiment interpellée. Elle dit que le verre plat est un matériau imprévisible. J'avoue, mon premier réflexe, ce serait de mettre une bonne paire de gants de jardinage, des lunettes de soleil et de me dire que ça ira. On pense tous ça. Mais on nous parle de coupures artérielles. Là, on n'est plus dans la petite égratignure. Non, on est dans l'accident domestique potentiellement grave. L'imprévisibilité, c'est ça le mot-clé. On pense maîtriser un morceau de verre et en fait, il peut se fendre dans une direction totalement inattendue avec une force surprenante. D'accord? Les gants anti-coupure professionnels, ça existe, mais même avec ça, un éclat projeté peut être très dangereux. C'est un risque qui est très souvent sous-estimé. D'accord. Admettons que par miracle, on arrive à enlever l'ancienne vitre sans finir aux urgences. Le plus dur n'est pas encore fait, j'imagine. C'est la partie technique où les vrais ennuis commencent. C'est là que commence le cauchemar silencieux, celui qu'on ne découvre que bien plus tard. Le tout premier piège, c'est la prise de mesure. Ça a l'air simple pourtant. Ça semble basique, mais c'est d'une précision diabolique. On parle d'une marge d'erreur de quelques millimètres, pas plus. C'est tout? Et si on se trompe, il y a 2 scénarios, et aucun n'est bon. Soit la vitre est trop grande, et là, elle ne rentre pas, soit elle est trop petite. Et là, j'imagine qu'on se dit, pas grave, je vais combler avec du mastic. Et c'est la pire chose à faire. Une vitre trop petite, ça crée ce que les professionnels appellent un pont thermique. Un pont thermique, c'est-à-dire? C'est une image très parlante, hein. C'est une véritable autoroute pour le froid en hiver et la chaleur en été. Toute l'isolation de votre fenêtre, et par extension de votre mur, est compromise à cet endroit précis. Ah oui, d'accord. On va chauffer pour rien et sentir un courant d'air permanent. J'imagine la scène. Passer 3 heures à prendre les mesures, commander la vitre, attendre, et au moment de la poser, réaliser son erreur. La frustration doit être immense. Absolument. Et au-delà des mesures, il y a cette fameuse question de l'étanchéité. Oui, on pense que c'est simple, mettre du mastic. Beaucoup plus complexe. Un mastic mal appliqué ou un joint mal compressé, c'est la porte ouverte aux infiltrations d'air, bien sûr, mais surtout d'humidité. Et c'est là qu'on touche aux conséquences les plus sournoises. Parce qu'on ne le voit pas tout de suite. Exactement. L'humidité qui s'infiltre, elle ne se voit pas. Mais au fil des mois, des années, elle va faire pourrir le cadre de la fenêtre, surtout s'il est en bois. Elle peut aussi faire rouiller les parties métalliques internes. C'est terrible ça. Ça veut dire qu'en pensant économiser, disons 300 francs sur l'intervention d'un vitrier, on risque en fait de devoir changer l'intégralité de la fenêtre pour... 3000 francs 5 ans plus tard. C'est exactement ça. Le calcul est vite fait. Et c'est là qu'on mesure la différence avec le savoir-faire d'un pro. Oui, parce qu'un expert, il ne se contente pas de poser une vitre. Il va préparer le châssis, nettoyer méticuleusement l'ancien mastic, retirer des parts closes. Les parts closes, ce sont les baguettes qui tiennent le verre. C'est ça, il va les retirer avec des outils spéciaux pour ne pas les déformer, ce qui est quasi impossible avec un simple tournevis. Et j'ai lu qu'il y avait même 2 types de joints différents. Je pensais qu'il y avait juste le mastic autour de la vitre. C'est si pointu. Ah oui, c'est un métier de précision. Il y a le joint de vitrage, celui en contact avec le verre, qui doit être parfaitement uniforme, sinon l'eau de pluie s'infiltre.
Mais il y a aussi un autre joint, souvent en caoutchouc EPDM, EPDM. qui assure l'étanchéité à l'air entre la partie mobile de la fenêtre et le cadre fixe. Une mauvaise pose, et c'est la garantie d'avoir de l'humidité qui stagne et, potentiellement, de la moisissure qui se développe. D'accord, je comprends. Pour un simple vitrage, c'est déjà un champ de mine. Mais pour les fenêtres modernes, le double ou triple vitrage, là on change complètement de catégorie, c'est ça. Et ce n'est plus juste déconseillé, c'est impossible. C'est le mot exact, impossible. Et là, on touche à une idée fascinante. Une fenêtre moderne, ce n'est plus un simple morceau de verre dans un cadre. C'est un système technologique complexe et scellé en usine. Un système technologique. Oui, essayer d'en réparer une partie, c'est un peu comme vouloir changer une seule puce électronique dans un smartphone. La technologie est tellement intégrée que la moindre intervention compromet l'ensemble. Mais comment ça? C'est juste deux vitres l'une derrière l'autre, non? Pas du tout. Ces vitres sont assemblées dans un environnement contrôlé. L'espace entre elles est vidé de son air et remplacé par un gaz inerte. Quel genre de gaz? Souvent de l'argon ou du krypton. Ce gaz a des propriétés isolantes bien supérieures à l'air. Et l'ensemble forme un bloc hermétiquement scellé. Donc, si une seule des deux vitres est cassée, je ne peux pas juste la décoller et en mettre une nouvelle. Impossible. Dès l'instant où le seau est brisé, le gaz précieux s'échappe, de l'air humide s'infiltre et le vitrage perd instantanément toutes ses propriétés isolantes. Ah, d'accord. Il n'est plus qu'un assemblage de verre lourd et inutile. Le signe qui ne trompe pas, c'est la buée qui se forme à l'intérieur des deux vitres. C'est le symptôme que le vitrage est techniquement mort. C'est radical. Donc la seule solution, c'est de changer tout le bloc. Et j'imagine que manipuler un bloc de double, voire de triple vitrage, ce n'est pas la même chose qu'une petite vitre, hein. On parle de charges très lourdes, très encombrantes. Les professionnels utilisent des ventouses de levage spécifiques et ils sont souvent à deux, ne serait-ce que pour respecter les directives de la SUVA, l'assurance accident suisse, sur la manipulation de charges. Le risque de blessure est énorme. Tenter ça seul, c'est le risque de faire tomber le bloc, de le briser, mais surtout de se blesser très gravement au dos ou aux membres. Et il y a même un aspect écologique auquel on ne pense pas du tout. Oui, un détail qui montre bien le fossé entre l'amateur et le pro. Le verre plat des fenêtres, ce n'est pas le même que le verre des bouteilles. Ah bon? Il a une filière de recyclage spécifique. Un vitrier a l'obligation légale en Suisse de trier et d'évacuer ses débris correctement. C'est une conformité environnementale qui échappe à la plupart des gens. Bon, le tableau il est déjà assez sombre. On a le risque de se blesser, de faire un travail techniquement désastreux qui va coûter une fortune plus tard. Et pour les vitrages modernes, c'est mission impossible. Mais il me semble qu'on a gardé le meilleur pour la fin. En effet. Même si on est un bricoleur incroyablement doué et chanceux, même si on évite tous les pièges qu'on vient de décrire, il reste l'argument massu, le coup de grâce financier, et il vient de notre assureur. Là, il faut qu'on soit très clair. Qu'est-ce qui se passe concrètement avec les assurances si on change une vitre soi-même? C'est très simple. En cas de sinistre futur, l'assurance peut refuser toute prise en charge. Carrément refuser, oui. Imaginons, dans 2 ans, un cambrioleur passe par cette fenêtre, ou qu'une infiltration d'eau cause un dégât des eaux majeur. L'expert de l'assurance, lui, va enquêter, et s'il découvre que la vitre a été installée par un non-professionnel, il peut invoquer une modification non conforme pour invalider la couverture. Attends, c'est énorme. Ils peuvent vraiment faire ça? Juste parce que ce n'est pas un pro qui l'a fait? Absolument. Parce que l'installation ne respecte pas les normes. Les assureurs y vont exiger une preuve que le travail a été fait dans les règles de l'art, c'est-à-dire une facture d'un professionnel. D'accord. De plus, un vitrier sait quel type de verre utiliser. Pour une porte-fenêtre ou une baie vitrée basse, il faut obligatoirement du verre de sécurité, trempé ou feuilleté. Un particulier ne le sait pas forcément, il installe un verre standard et bam, il crée un point de non-conformité majeur dans sa propre maison. Et j'ai lu qu'il y avait un document, une sorte de Graal dans cette histoire. C'est ça. Le document clé, c'est l'attestation de conformité. À la fin de son intervention, le vitrier ne remet pas seulement une facture. Il remet ce document qui certifie que l'installation a été réalisée selon les normes suisses en vigueur, avec les bons matériaux. Et ce papier, c'est la protection absolue. C'est votre bouclier. C'est la preuve irréfutable pour votre assurance que tout est en ordre. Sans lui, en cas de gros pépins, on se retrouve seul face à des frais qui peuvent être astronomiques. Quand on met tout ça bout à bout, c'est édifiant. On part d'une idée simple, presque un réflexe pour économiser un peu d'argent,
Et on se retrouve face à un enchevêtrement de risques physiques, techniques et surtout financiers qui sont complètement disproportionnés. C'est la conclusion qui s'impose. Le ratio bénéfice-risque est catastrophique. Le gain potentiel, quelques centaines de francs. Les risques, eux, vont de la blessure grave à l'invalidation de son assurance habitation, en passant par des dégâts progressifs qui se chiffrent en milliers de francs. Donc le fait maison dans ce domaine, Ce n'est pas une économie, c'est un pari extrêmement risqué. Et pour les vitrages modernes, la question se pose même plus. C'est une nécessité technique, sécuritaire et légale de faire appel à un expert. cette histoire de vitre, ça me fait penser. Ça révèle quelque chose de plus large, non? Cette tendance qu'on a peut-être à sous-estimer la complexité qui se cache derrière des objets, ou des tâches qui nous semblent familiers et simples. Oui, tout à fait. Une fenêtre, c'est juste une fenêtre, jusqu'à ce qu'on essaye d'y toucher. Exactement. Et ça pose une question de fond à laquelle chacun peut réfléchir. Au-delà du coût immédiat, quelle valeur est-ce qu'on accorde vraiment à l'expertise, au savoir-faire, et finalement à la tranquillité d'esprit de savoir que les choses sont bien faites chez soi? C'est une bonne question. Et par extension, je me demande, quelles autres réparations domestiques, qu'on pense pouvoir faire à les doigts dans le nez, sont en réalité des pièges tout aussi complexes et risqués?